Aujourd'hui, je joue les coachs pour t'aider à devenir meilleur. J'aurais aimé qu'on fasse ça avec moi. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je te souhaite la bienvenue dans l'Académie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 3 points qui me paraissent importants quand on veut évoluer. C'est quelque chose que je vois souvent chez des artistes qui les empêche de devenir meilleurs, voire même les meilleurs des meilleurs, et qui peut générer parfois des frustrations. Et c'est juste parce qu'on n'a pas conscience de ça ou parce que personne nous l'a dit. Moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Je sais pas si ma carrière aurait été différente, si j'aurais fait des choix différents, mais en tout cas, j'aurais été conscient de ça, peut-être que j'aurais pu m'améliorer plus vite, peut-être différemment, et peut-être que j'aurais fait d'autres choix de carrière. On va parler vraiment de 3 points spécifiques qui sont en fait l'entourage, la confrontation et l'entraînement, la répétition. Comme ça n'a l'air de rien, mais je vais développer tout ça. C'est des choses que je vois souvent, et j'ai souvent ces discussions-là avec des artistes. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo aussi un peu sur ce genre un peu de philosophie, tout ce qui nous bloque un peu évoluer, que vous avez bien aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas faire celle-ci et voir si ça peut vous aider à avancer. Avant que je rentre dans le vif de cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Ça nous aide, c'est vraiment cool. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça nous aide aussi. C'est un petit geste que vous faites pour nous, mais qui nous aide vraiment au quotidien. Pour nous, c'est très important de le faire. L'autre truc que vous pouvez faire là, qui est très important pour vous et vous aider, c'est vous inscrire sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus, le lien est dans la description. Là, vous rentrez votre petit email et d'entrée de jeu, vous recevez des cadeaux. Il y a un guide d'achat si vous débutez en home studio, il y a un tableau des fréquences très pratique pour mixer ou à l'enregistrement, et des plugins gratuits que des fabricants de plugins mettent à disposition, et certains sont vraiment cool. Moi, il y en a que j'utilise au quotidien. Ça, c'est les cadeaux que vous recevez tout de suite. Il y a d'autres cadeaux que vous allez recevoir. Vous allez recevoir toutes les infos sur ce qui se passe chaque fois qu'une vidéo sort, tous les mardis à 18h. En fait, ce n'est que du bonus pour vous. Alors rentrons dans la vidéo. Alors le premier point dont je voulais parler, qui souvent bloque les artistes, qui nous laisse, et je vais m'inclure dedans, à un niveau inférieur à ce qu'on pourrait peut-être prétendre, ou qui nous empêche d'avancer, c'est l'entourage. Comme on dit, on est toujours un peu la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Il est facile, évidemment, si on n'est pas dans une grande ville où il se passe plein de choses, où on est confronté à plein de gens qui font la même chose que nous. Si par exemple on habite dans un petit village au fin fond de je ne sais quel patelin quelque part dans le monde, de pas avoir cette confrontation à d'autres personnes. Et donc, on n'a pas de point de repère. Et ça, je le vois souvent. Si on est tranquillou dans sa chambre à faire sa musique et qu'on se dit ah ouais c'est très chouette, si les seuls retours qu'on a c'est ceux de nos parents ce que vous faites, c'est ce que tu fais, c'est vraiment cool, est-ce que c'est vraiment un retour, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous challenger? Par contre, si on est en confrontation avec d'autres personnes qui font la même chose et eux cartonnent, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre d'années d'expérience, le même matériel et eux ont des gros succès, tout est relatif dans ce qu'on appelle gros succès, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils sont beaucoup plus avancés, ils ont beaucoup plus de retours. Ça nous permet de dire peut-être que ce que moi je fais est peut-être pas aussi bien que ça. Et c'est une façon de se challenger. Si je prends mon exemple personnel, quand j'ai commencé ma carrière, c'était il y a longtemps, bien avant Internet. J'avais peut-être pas autant d'informations et je me suis peut-être pas autant confronté à ce que pouvait être le monde et aller aux endroits où peut-être j'aurais pu progresser plus et où j'aurais peut-être d'autres opportunités. Je me suis installé ici à Vierne en Belgique où j'ai construit mon studio. Forcément, c'est un endroit un peu spécifique. Il n'y a pas la même activité qu'à Nashville, New York ou Los Angeles ou Londres, évidemment. Ça peut paraître dérisoire. Est-ce que je serais parti? Est-ce que j'aurais dû faire mon studio ailleurs? J'en sais rien. Mais à l'époque, j'avais pas conscience du fait qu'en étant ici, j'allais être forcément pas challengé de la même façon et j'allais pas être au contact du même genre d'artiste. Je suis très content de ce que je fais actuellement. J'ai développé un peu ma spécificité là-dedans. Et c'est vrai que si on prend mon pote Jonas Jallet, avec qui on a fait une interview qui, quelque part, et géographiquement, on est presque du même endroit. Lui n'a jamais eu vraiment ce côté attache, il a toujours été beaucoup plus aventurier que moi. Peut-être que moi aussi c'est la peur qui m'empêchait de me confronter à ça. C'est souvent ce qui peut nous bloquer. Lui est parti d'abord faire une école de guitare à Londres. Enfin, si vous voulez voir toute son histoire, il y a une interview sur la chaîne, le lien dans la description. Mais de fil en aiguille, il est resté sur Londres, il a commencé à faire du son, puis il est parti à Los Angeles et ça lui a créé des opportunités. Il a toujours été confronté forcément à des projets beaucoup plus ambitieux, avec des gens ayant beaucoup plus d'expérience et il était toujours un petit peu
le petit nouveau dans l'histoire. Quand on veut devenir meilleur, par exemple, dans un groupe, je sais plus quel artiste, quel guitariste disait ça, je me demande si c'est pas Pat Metheny ou un truc comme ça, mais pour progresser, c'est toujours mieux quand dans un groupe, on est le moins bon du groupe, parce que forcément, l'ensemble nous tire vers le haut. Si on est dans un groupe et qu'on est le meilleur, c'est difficile, c'est plutôt nous qui tirons les autres et personne nous aide à avancer. C'est un peu le même processus. Donc, faut pas hésiter à se confronter à la réalité. Je pense qu'il faut presque aimer aller chercher des claques. Oui, ça c'est très difficile en tant qu'artiste parce que ce qu'on propose, c'est quand même, on se met à poil, on est à nu, on ouvre notre âme au travers de notre art et c'est très difficile de laisser l'opportunité d'être critiqué. Et pourtant, les plus grands artistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, les meilleurs musiciens, les gens qui ont le plus de succès, ils ont été confrontés à ça. Ils n'ont pas eu le choix. Ils sont pris des claques, ils se sont relevés. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Concrètement, pour vous, ça veut dire votre musique, faut pas qu'elle se cantonne à être écoutée uniquement par vos amis, votre entourage, des gens qui n'ont peut-être rien à voir là-dedans. Il faut essayer d'aller au contact de d'autres artistes qui font la même chose que vous, qui sont peut-être plus loin, plus avancés, qui ont peut-être plus de notoriété. Envoyez vos mix à des radios, à des bookers, à tous les gens qui peuvent vous aider. Si vous êtes débutant ou que vous n'avez pas encore le niveau, une grande partie va pas vous répondre ou vous carrément vous dire que c'est pas bon. Mais au moins, ça vous met en face à la réalité et ça vous endurcit, ça vous permet d'évoluer, de se remettre en question, c'est toujours une bonne chose. Donc, faut presque apprendre à aimer les claques et apprendre la critique parce qu'elle permet d'avancer. Parfois, elle n'est pas toujours constructive, mais faut presque apprendre à aimer ça et garder une mentalité de combattant. Un dernier exemple que je voulais mettre sur celui-là parce que pour moi, c'est un des 3 points, peut-être le plus important. J'ai un ami, Mikey Dolling, qui est guitariste, avec qui j'ai travaillé énormément, qui est le guitariste de Channel Zero que vous voyez toutes les semaines là-bas sur le cadre. À la base, lui est un guitariste de Los Angeles qui a fait partie un peu, je dirais, des grands groupes de métal fin des années 90, début 2000. On se connaît depuis très longtemps, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a beaucoup discuté. Et ce qui m'avait fait rire, c'est une anecdote mais qui est bien parlante, c'est que lui étant plus jeune, c'est à l'époque de ce mélange de rap métal, tout ce côté néo-métal fin des années 90, fin des années 90 pour nos amis français. Et donc il a fait partie d'un groupe Snot, qui était un groupe qui était en train de monter de façon fulgurante et où le chanteur est décédé très peu de temps après le premier album, ce qui a mis fin à la carrière du groupe. Mais à ce moment-là où ils ont évolué et qu'ils ont commencé à cartonner, à côté de ça, ils étaient confrontés à des groupes de leur entourage qui étaient des groupes comme Limp Bizkit, comme Hed, enfin en gros tous des mastodons du style à l'époque. Et là, c'était d'autres groupes émergents qui n'étaient pas encore connus. Et donc, quand il faisait des concerts, il s'était confronté à ça. Je me souviens qu'il m'a dit, la première fois qu'on a joué avec Hed, je me suis pris une claque. Il dit, ces mecs-là à envoyer, ça nous a boosté à nous encore évoluer. Forcément, quand on est confronté qu'à des gens un peu, je dirais, de division 1, le processus était le même quand moi j'étais ado musicien, mais j'étais pas confronté à des futurs poids lourds. On n'avait pas les mêmes points de comparaison parce que nous, il n'y avait pas vraiment d'internet à ce moment-là. Enfin, il n'y avait pas de c'était juste les gros groupes qu'on voyait à la télé, ce genre de choses qui nous influençaient. Et d'ailleurs, un des musiciens de Snot, à un moment, est allé jouer pendant une période dans Limp Bizkit parce que voilà, ils se connaissaient et que c'est juste une question de rencontre, de challenge. C'est les mêmes discussions que nous on a avec nos potes, mais ça se passe à un autre level quand on s'entoure de gens qui sont à un autre niveau. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver des gens comme ça, à vous confronter, que ce soit à distance ou voilà, de bouger si c'est votre but. Et si c'est pas votre but de devenir pro ou un mastodonte de votre style, en tout cas dire tiens, j'ai envie de m'améliorer, où vais-je trouver des personnes qui vont pouvoir me challenger, m'aider, avec qui je vais pouvoir avoir des échanges, plutôt qu'avec le boulanger de mon coin qui va pas forcément m'aider à dire ah, ok c'est bien machin et avec ça je vous mets quoi. Ça c'était le premier point, un peu long mais je trouve important. Deuxième point, il faut pas confondre le fond, la forme pour moi et la technique et l'artistique. Je m'explique. Beaucoup de gens avec qui je travaille viennent de zéro, on part de rien. Donc à partir du moment où on arrive à mettre une suite de 3 accords
accords pour écrire une chanson, on est super content, on est roi du monde. Dès qu'on commence à faire son premier beat, qu'on comprend dans FL Studio, ah ouais, c'est comme ça que je mets un kick, une snare, que je mets une nappe, un machin, et faire son premier beat, on est les rois du monde, et très vite, on peut avoir un sentiment de satisfaction qui est très positif, mais très vite, on peut aussi s'arrêter quelque part à ça. Là, quelque part, on est juste en train de faire les bases. On se dit, bah, j'ai fait un énorme progrès. C'est vrai, mais l'énorme progrès, si on veut arriver là, le progrès qu'on a fait nous a peut-être fait partir de zéro à là. Et il faut jamais oublier que ça, c'est juste technique. On est juste en train d'apprendre l'aspect technique, les choses, et que ça, c'est juste la forme, la technique. Ce qui est important, c'est de développer très fort la forme, la technique, mais il faut jamais oublier, parce qu'on a l'impression d'avancer, qu'on fait des choses qui ressemblent à des morceaux, qu'il y a quand même tout l'aspect artistique et la vraie créativité et l'émotion. Parfois, on oublie l'un et l'autre. Ce qui fait une chanson, c'est pas forcément qu'elle est bien enregistrée, qu'on retrouve toutes les règles de base, un couplet, un refrain, ou qu'elle est complètement incroyablement innovante, mais où il se passe rien en fait artistiquement et d'un point de vue émotionnel. Si on fait une musique triste, faut qu'elle arrache des pleurs aux gens. Si on fait une musique énergique, faut qu'elle donne aux gens envie de prendre leur basket et d'aller courir en écoutant cette musique. Et c'est pas parce qu'on a fait une musique énergique ou triste qu'elle est vraiment triste ou énergique. Faut jamais oublier que l'émotion qu'elle transmet et ce qu'on veut exprimer est plus important, et que le reste, c'est juste de la technique et c'est juste de la forme. Et parfois, j'ai des gens qui se disent toujours, c'est la forme, c'est la production, c'est ça qui compte, c'est ça qui fait le morceau. Il faut vraiment avoir une belle forme, c'est important, mais il faut jamais oublier le fond. Et parfois, on a tendance à oublier ça, surtout quand on apprend seul, qu'on n'a pas cet entourage dont j'ai parlé dans le point 1, et qu'on essaye d'évoluer, qu'à chaque fois on se dit « Waouh, j'ai évolué, maintenant j'arrive à faire des bons enregistrements, j'ai vu sur l'Académie du Gros Son la compression parallèle, maintenant mes voix ressortent mieux. » Mais si cette voix raconte rien, ça sert à rien. Et parfois, voilà, c'est le résumé de ce point, c'est vraiment important de toujours bien diviser le fond, la forme, la technique et l'artistique, et de jamais oublier que ce qu'on fait, c'est que jamais transmettre une émotion et un sujet, raconter une histoire. Si on n'arrive pas à mettre ça dans nos morceaux et dans notre art, tout ce qu'on fait est purement technique et purement gestuel, et c'est froid et ça n'a pas de gros intérêt. Donc faut jamais oublier qu'il faut une balance entre les deux. Et pour moi, là, je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, mais l'artistique, c'est limite plus important. Je préférerais toujours écouter une chanson mal enregistrée qui me fait pleurer qu'enregistrer une chanson avec une production incroyable et j'attends la fin du morceau parce que je m'embête pendant que j'écoute ce morceau. Ça, c'est le deuxième point. Parfois, il faut un peu rééquilibrer cette balance-là dans l'esprit, et je pense que beaucoup d'artistes peuvent s'améliorer en prenant simplement conscience de ça. Je mets aucun jugement de valeur aux gens qui font l'autre, qui font l'un, qui font l'autre, que ce soit dans les 3 points. C'est un peu comme un coach, moi je veux juste vous aider à réfléchir là-dessus, parce que c'est quelque chose que je revois énormément, et c'est une différence que j'ai vue avec les professionnels et les gens avec qui j'ai travaillé, qui sont arrivés quelque part, et ceux qui se demandent encore, tiens, comment je peux évoluer. C'est des choses, je vous transmets, c'est un peu aussi mon point de vue, ma vision, vous en faites ce que vous voulez. Ça nous amène au 3e point, qui est le côté un peu entraînement, répétition. Par là, c'est quelque chose que je vois souvent chez des artistes, c'est que ils écrivent un morceau, 2 morceaux, ils sont contents, c'est les 2 morceaux, ils disent ben voilà, on a deux morceaux, ben on va faire 2 singles. En fait, en réalité, comparé à des vrais pros, ça manque beaucoup de travail. Un athlète de haut niveau, s'il arrive à un haut niveau, c'est pas du jour au lendemain. Il a peut-être des aptitudes, il est peut-être bon, mais le travail, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il a dû reproduire dans un entraînement quotidien des gestes des milliers, des dizaines de milliers de fois. On dit toujours qu'on maîtrise quelque chose quand on a passé 10 000 heures dessus. Et ça, pour moi, c'est fondamental, cet aspect répétition et travail. Si on a composé 5 morceaux, on ne peut pas avoir la même expérience que quelqu'un qui en a composé 1000. Alors je dis pas qu'il faut faire 1000 comme ça n'importe comment, mais il faut jamais se contenter, il faut un peu pousser quelque part la quantité. Moi, les gens avec qui, je vais plutôt placer ça comme ça, moi les gens avec qui je bosse, quand ils veulent faire un album 10 titres, ils composent 10 titres, ils arrivent, on enregistre les 10 titres. Mais dans le tas, il y en a qui sont parfois vraiment moyens, et ça arrive même parfois qu'il y en a un ou deux qui soient pas au niveau, et qu'on doit presque enlever parce que sinon ça dessert l'album. Ou alors c'est genre, il fallait 10 titres, on en avait 9, on en a vite composé un 10e, souvent qui est un peu moyen. Je suis sûr que pas mal d'entre vous se reconnaissent dans ce plan-là. Faut savoir que à beaucoup de niveaux pro, les gens ont écrit
pour pouvoir faire un album 10 titres, ils ont écrit énormément de morceaux. Je parle pas de toute leur carrière, de tous leurs albums précédents, je veux dire, ils ont écrit énormément de morceaux pour cet album-là. Pour tirer le meilleur, le best, il faut de la répétition, il faut de l'entraînement. C'est comme pour dans tout dans la vie. Et faut pas imaginer, je pense pas, j'ai déjà dit ça dans la dernière vidéo un peu sur le sujet un peu réflexion, je pense pas qu'il y ait des génies qui puissent du jour au lendemain écrire un titre et c'est incroyable. Et même s'il y en a, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans notre entourage ou qui regardent cette chaîne qui ce soit le cas. Et je pense que même les génies sont des gens souvent qui sont obsessionnels, travaillent, et il y a ce côté travail, ce côté quantité énorme d'écriture. Un exemple bien concret pour vous prendre conscience de ça, c'est que Rick Rubin, qui est un producteur de Los Angeles bien connu dans plein de styles musicaux, quand il travaille sur des albums avec des artistes, il leur demande d'avoir d'abord composé énormément de morceaux. Mais quand je dis énormément, j'ai entendu des chiffres comme 80, 100, parfois plus en fonction des podcasts que j'ai écoutés. Sur un album des Red Hot, j'ai entendu par exemple une fois qu'il avait demandé qu'il travaille sur une centaine de morceaux. Ils ont composé 100 morceaux. Alors évidemment, dans le tas, il y a plein de trucs qui vont se ressembler, il y a des choses, voilà. Et ils vont en enregistrer une cinquantaine. Donc lui, il va au répète, il dit ok, ça c'est fort, ça c'est pas bien, ça il y a moyen de retravailler, ça c'est un morceau potentiel, ça l'est pas. Et donc, ils se retrouvent avec une cinquantaine de morceaux. Donc déjà, ils ont écrit 100 morceaux pour en faire 10. Ils se retrouvent avec une cinquantaine de morceaux qu'ils vont enregistrer, ils vont les produire, ils vont essayer de les pousser, les améliorer. Et de ces 50 titres, 40 à 50 titres, ils vont en garder 10 et c'est ça qui fait l'album. Faut pas croire que ils arrivent avec 10 morceaux et qu'ils ont juste écrit 10 morceaux et c'était 10 cartons. Et si on regarde le processus de beaucoup de grands albums, il y a toujours eu cette quantité derrière. Alors, si on multiplie ça par le fait qu'aussi les Red Hot font ça depuis des décennies et on fait ça aussi à chaque album, ça laisse présager le nombre les milliers de morceaux qu'ils ont écrits pour pouvoir tout simplement écrire et répéter cet exercice de création artistique, d'enregistrement, de production, voilà, c'est le seul moyen. Donc parfois moi je travaille avec des artistes où voilà, ils font un titre et ah ben voilà, c'est mon single et c'est parti. Ça, c'était le troisième point. J'espère que ces points vont vous aider. Je dis pas qu'il faut déménager à Los Angeles, écrire 1000 morceaux et que les 1000 morceaux fassent pleurer, danser, bouger les gens. Je dis pas ça. Mais quelque part, le fait de réfléchir comme ça, de mettre son état d'esprit, le curseur de son état d'esprit là-dessus, même si on est amateur mais qu'on veut juste s'améliorer, ça permet de prendre conscience de ok, si j'ai envie d'être meilleur, c'est peut-être pas bête de suivre 1, 2 ou 3 de ces points. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous retrouvez dans ces points-là, si ça vous parle, si ça vous crée des déclics, même des petits déclics. Je serais content si ne serait-ce que 1 ou 2 d'entre vous passe un cap supérieur grâce à ces petites choses. C'est un peu le but de la transmission ici de cette vidéo. Comme vous aviez bien kiffé un peu précédemment ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres un peu sur le sujet, un petit peu plus tout ce qui est réflexion un peu plus personnelle autour de l'artistique et du travail en tant qu'artiste. Pour le reste, une fois que vous avez implémenté tout ça, vous allez devenir meilleur et tout ça c'est pour faire de la musique. Et faire de la musique, c'est encore une répétition d'entraînement. C'est pour ça qu'on le dit. Il faut faire de la musique.